Donc oui, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite heure à peu près, jusqu'à 11 heures, si on est dans les clous, mais normalement, ça devrait le faire. Et puis selon vos questions aussi. Donc autour d'une thématique qui nous touche assez aussi en ce moment, la RSE, notamment suite à la crise du Covid auquel on a fait face en tant qu'entreprise et individu, et une prise de conscience. Puis on avait déjà amorcé des initiatives dans ce sens-là, notamment le comité RSE dont tu fais partie, Laura. Oui, en interne, pour justement aligner les valeurs de mobilité green avec tout ce qui est démarche RSE et respect de l'environnement. Oui, et puis notre produit, au final, notre solution est assez intimement liée à ces problématiques de responsabilité sociétale d'entreprise en lien avec la mobilité. Donc on s'est dit que c'était assez logique qu'en interne aussi on se mobilise un peu plus. Et on s'est rendu compte aussi ces derniers temps, on a énormément de demandes liées à tout ce qui est empreinte carbone, démarche RSE de mobilité durable en entreprise. Donc on s'est dit que c'était le bon timing avant les départs en vacances ou les retours d'ailleurs pour ce webinaire. Bon, on peut commencer ? On va peut-être commencer. Ouais. Alors je vais vérifier que tout est OK. Hop. L'enregistrement est lancé. Alors oui, n'hésitez pas à nous dire, vous avez un petit outil de chatter en bas. Vous pouvez nous envoyer des petits commentaires, des petites questions. Si jamais, par exemple, il y a un bug au niveau de l'affichage ou du son, ou si vous avez une question sur la slide, n'hésitez pas. Vous avez un petit outil pour lever la main aussi. Ça, c'est plus pour prendre la parole. Et à ce moment-là, on pourra activer votre micro si vous voulez. Et voilà, en termes d'interaction. Alors, on aura peut-être un petit sondage à vous faire passer aussi. Ça sera plus en fin de conférence. Sur justement les pratiques RSE mises en place dans votre entreprise. Et vous avez également le petit document à télécharger. Donc c'est la présentation en PDF. Si jamais vous n'arrivez pas à la télécharger, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire sur communication@mobilitygreen.com. Et là, on pourra vous renvoyer au besoin le PDF. Et puis on va mettre en ligne le replay assez rapidement sur le site internet aussi. Donc vous aurez tous les éléments. Si jamais, par exemple, un collègue voulait participer aussi, n'a pas pu, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez lui donner le lien du webinaire. Hop. Alors, je vais décaler un petit peu ça pour qu'on ne soit pas gêné si j'arrive. Peut-être là. Non, ça n'a... Oula, j'ai peur. J'ai pas envie de faire des bêtises. Ah. Je sais pas en fait si ça a grandi ou si ça... Voilà. Non. Bon, écoute, on va se débrouiller. Hop. Alors, je peux faire le programme si tu veux avant que tu abordes ta partie. Oui. Donc voilà, au programme de ce webinaire aujourd'hui, donc c'est autopartage, on va sur la petite slide avant, un levier pour votre démarche de RSE. Donc on va aborder dans un premier temps un peu un retour sur qu'est-ce que la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc là c'est plus en termes législatifs. Et progressivement on va basculer justement sur ce lien entre la RSE et la mobilité en entreprise. Pourquoi c'est de plus en plus intimement lié. Comment on peut mettre en place une mobilité plus durable en entreprise, en prenant en compte les attentes des salariés, mais aussi des partenaires, par exemple, des fournisseurs, etc. Et enfin, hop, on va revenir là-dessus, en quoi vraiment, de manière concrète, l'autopartage est un levier RSE. Donc, aussi bien côté organisationnel, donc on a mis côté entreprise, mais c'est plus au niveau gestion, en fait, en quoi ça facilite certaines choses en interne. En quoi ça peut être aussi un facteur d'introduction de l'électrique. Donc ça aussi, c'est des problématiques qu'on a de plus en plus souvent dans des demandes de prospects. Le verdissement de la flotte, parce qu'il y a des législations qui vont arriver très vite en 2030, qui poussent justement à se poser pas mal de questions vis-à-vis de ça, donc on en discutera. Et côté salarié aussi, parce que la RSE, c'est quand même mettre le salarié au cœur de la réflexion. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement en termes de mobilité? Puis il y aura un petit focus, une petite ouverture sur justement, on en discutait, la crise du Covid, quels impacts ça a eu sur les politiques RSE des entreprises et comment ça va évoluer peut-être demain. Et enfin, la petite session de questions-réponses avec
avec nous. On s'est pas présenté Non, d'ailleurs. on s'est pas présenté, oui, c'est vrai. Vas-y. Donc, moi, je suis l'assistante communication et marketing, Laura Legenre. Et du coup, je suis Laura Didlot. On s'est mis en team de Laura aujourd'hui. Je suis marketing manager. Donc, voilà. Chez Mobility Tech Green. Oui, tout à fait. Alors, tu peux présenter un petit peu rapidement l'entreprise pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Oui, on va passer très rapidement sur cette slide, vous inquiétez pas. Du coup, oui, notre cœur de métier, nous, c'est l'autopartage, donc B2B, exclusivement pour entreprises et collectivités. On a aussi travaillé en B2C, en marque blanche, mais on a vraiment une spécialité quand même de volonté de conseil et d'accompagnement sur des projets mobilité en entreprise. Et nos clients aujourd'hui, c'est principalement des grands comptes. Donc on équipe notamment la flotte d'Orange, qui est un de nos clients historiques, Enedis, La Poste, mais on a aussi des clients chez les TPE, les PME, les ETI et les collectivités qui ont des problématiques de mobilité légèrement différentes, mais qui trouvent leur compte dans la mise en place d'un service d'autopartage. Dans notre communauté, c'est à peu près 150 000 utilisateurs de notre solution, qui est donc Ecolibri, que vous pouvez voir à droite, qui est une solution logicielle et matérielle. Donc on discutera peut-être un peu plus dans la partie autopartage en dernier, un petit peu en ouverture. Mais voilà, c'est une solution qu'on développe en interne depuis presque 10 ans maintenant, qui permet justement une optimisation des flottes de véhicules. Et voilà, après, c'était un petit peu en termes de quantification de véhicules. Pour vous. On équipe aujourd'hui, on a 5500 véhicules intégrés. Mais après, on a une partie non connectée aussi. Donc là, c'est un peu plus dans le technique. Mais voilà pour nous résumer. Et donc, oui, on est basé à Rennes. On a aussi un petit pôle à Paris, commercial. Mais on est une entreprise ancrée au niveau territorial à Rennes. Voilà. Donc, comme tu l'as précisé tout à l'heure, on va commencer par le contexte un peu réglementaire de la RSE, donc la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, on a une première définition de la Commission européenne, donc en 2011, qui définit la RSE comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Donc, responsabilité des entreprises qui intègrent justement de manière, dans un premier temps, volontaire, tout ce qui est préoccupation sociale et environnementale dans leurs activités commerciales. Donc cela va se traduire par un comportement transparent et éthique qui va contribuer au développement durable, à la santé et au bien-être de la société. Ça va se traduire aussi par la prise en compte des attentes des parties prenantes et enfin le respect des lois en vigueur et la compatibilité avec les normes internationales. Donc, bien que la RSE, comme je l'ai dit, elle s'est développée via des démarches vraiment volontaires au début, il y a tout un cadre législatif et réglementaire qui s'est créé en France pour justement prendre en compte cette responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, il y a eu d'abord l'adoption de la loi Pacte. Pacte, c'est pour le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, avec la modification du Code civil en 2019 qui stipule que toutes les entreprises sans exception, doivent prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion de leurs activités. Donc la loi Pacte va vraiment acter la RSE comme un socle d'entreprise. Après, les entreprises peuvent aller au-delà de ce socle minimal, légal, et décider volontairement justement de s'engager plus dans des démarches de RSE. Elles vont alors adopter le statut d'entreprise à mission. Donc là, ça va les obliger à intégrer une raison d'être avec des objectifs sociaux et environnementaux. Il y a alors un comité qui doit se créer pour gérer tout ce qui touche à ces missions, un comité contrôlé par un tiers. Et si ces missions ne sont pas respectées, finalement, le statut de mission d'entreprise peut être retiré. Oui. Du côté des grandes entreprises et des entreprises cotées, elles sont soumises à des mesures plus spécifiques. D'autres réglementations, elles doivent notamment publier des reportings extra-financiers sur les impacts environnementaux et sociaux. Et on n'en parle pas dans la slide, mais pour les PME, en tant que fournisseurs et sous-traitants des grandes entreprises, justement, elles sont aussi largement incitées à avoir une démarche de RSE, puisque notamment lors des appels d'offres des grandes entreprises, des entreprises donneuses d'ordre, le côté environnemental et social est vraiment très mis en valeur et
et c'est souvent les entreprises les plus vertueuses qui sont choisies lors des appels d'offres. Donc voilà pour le contexte réglementaire. Et justement, là, on parle du contexte réglementaire, mobilité et RSE. Donc en plus de la loi Pacte, il y a plusieurs législations qui, depuis plusieurs années, sont en train de s'appliquer et qui vont vraiment pousser les entreprises à investir dans une démarche de RSE, notamment le plan de mobilité qui est lui obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Donc ça a changé, avant c'était pour les employés, les entreprises de plus de 100 salariés sur site, maintenant c'est 50. Depuis juin 2019. Voilà, donc ça touche vraiment énormément d'entreprises. Le plan de mobilité, lui, il va pousser les entreprises à prendre des mesures de façon à favoriser les déplacements plus durables pour les salariés. À s'éloigner du véhicule individuel. Voilà, aussi. Tout ce qui est alternative au véhicule individuel. La loi d'orientation mobilité, la loi LOM, c'est un peu le même principe. Il y a notamment l'application du forfait de mobilité durable. Oui. Donc là, ça va permettre aux entreprises de pouvoir prendre en charge pour, je crois que c'est 400 euros par an. Par an, voilà, de prendre en charge tous les frais engagés pour des trajets de salariés, comme je disais, alternatifs au véhicule individuel. Donc tout ce qui va être transport en commun, covoiturage, autopartage. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi le nouveau cycle de normes WLTP qui fait un peu grincer les constructeurs automobiles. Donc ça, c'est un nouveau cycle de normes qui va permettre de mesurer de façon plus réaliste les émissions de CO2 des véhicules. Et donc, ça gère différemment les malus. Oui, puis là c'est plus en termes d'impact sur la composition des flottes que ça va influer dans le futur, effectivement. Tout à fait, oui, parce que justement ça permet aussi de revoir la car policy, de se dire est-ce qu'on va mettre plus de l'électrique, on arrête d'acheter des véhicules diesel. Puis il y aura une impossibilité aussi tout simplement pour certains véhicules thermiques. Qui pourront plus circuler d'ici quelques années. Donc ce sont des mesures qui découlent d'une loi, la loi de 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte. Donc l'objectif de cette loi, c'est de vraiment permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et d'être indépendant, d'avoir une indépendance énergétique tout en ayant un accès à l'énergie à des coûts compétitifs. Et enfin, on a la loi sur le devoir de vigilance. Donc là, c'est ce dont je parlais avec justement les PME, sous-traitants et les fournisseurs. C'est une loi qui concerne les grandes entreprises qui doivent veiller à ce que justement leurs sous-traitants et leurs fournisseurs respectent un comportement respectueux de l'environnement. Et au niveau de leurs employés aussi, au niveau de la diversité dans le salariat, etc. Il y a aussi une responsabilité vis-à-vis de ça. Oui, alors justement, j'allais en parler. il y a tout un tas d'autres initiatives finalement qui sont liées à la RSE. La charte diversité, qui peut être signée au moment quand on rentre dans un nouvel emploi, justement. C'est une charte qui peut être... qui permet à l'employeur de dire, bah voilà, moi je suis contre la discrimination et je suis pour la diversité salariale. Donc il y a des chartes sur l'environnement également. Et il y a aussi les objectifs de développement durable qui peuvent être respectés dans une entreprise. Enfin, l'entreprise peut décider de prendre des mesures pour répondre à l'un des objectifs. Il y a 17 objectifs en tout. On va pas les citer, mais en gros, vous pouvez aller voir, c'est très intéressant la page justement des objectifs de développement durable. Vous avez par objectif la démarche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Et c'est vraiment très intéressant, avec des exemples de mesures que vous pouvez prendre au sein de votre entreprise. Donc voilà pour le contexte réglementaire. Ensuite, on va parler des impacts des entreprises. Donc la responsabilité sociétale des entreprises, justement, en ayant une telle démarche, les entreprises, on va pas trop loin, les entreprises vont chercher à avoir un impact positif sur la société et réduire tous leurs impacts négatifs. On a, nous, divisé en 3 types d'impacts. Il y a l'impact sur la santé publique, parce qu'en effet, toutes les pollutions engendrées par les activités commerciales d'une entreprise, notamment les transports, peuvent contribuer à la dégradation de la santé. Donc là, on a mis la pollution liée au transport, mais il y a aussi le fait de ne pas bien équiper des collaborateurs
peut-être s'ils doivent manipuler des substances toxiques ou au contraire le fait de bien les équiper va contribuer à la bonne ou mauvaise santé des salariés et au bien-être. Il y a aussi un impact sur l'impact environnemental, donc l'activité de votre entreprise peut contribuer au changement climatique. Toujours la pollution liée au transport en fait, la consommation de votre entreprise sur site qui peut polluer, je sais pas, la consommation d'énergie, tout dépend de l'activité que l'entreprise va avoir. Tout ça peut contribuer au changement climatique. Et enfin, côté mobilité, en fonction de l'offre de mobilité que vous proposez ou que vous ne proposez pas justement à vos salariés, il peut y avoir tout un plein d'impact au niveau de la congestion des centres-villes et des axes routiers. Le fait de proposer du télétravail ou non, ça peut changer énormément de choses parce que finalement, si vous décalez les horaires de vos salariés, il y aura peut-être moins de saturation à une certaine heure dans les transports en commun ou sur les axes. Voilà, donc tout ça, c'est une liste, on a fait un peu liste des impacts négatifs, mais qui sont aussi à voir dans l'autre sens. C'est justement tout l'intérêt de faire cette démarche de RSE, c'est de voir à travers les critères qu'on appelle les critères ESG, c'est de voir quels sont les impacts qu'a mon entreprise. Donc, c'est des critères qui vont permettre d'appréhender les risques de votre entreprise et votre performance globale. Voilà. Alors, pourquoi faire de la RSE? C'est peut-être ce qui vous a poussé à vous inscrire à ce webinaire. Donc, tout le reste du webinaire va vous montrer que c'est un véritable levier de performance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les critères ESG vont permettre de mieux identifier et donc de mieux appréhender et maîtriser les risques auxquels votre entreprise peut être confrontée. Et ça va permettre de réagir en fonction des résultats, justement, de réagir pour mieux réduire votre empreinte carbone, vous adapter aux contraintes et pourquoi pas dégager de nouvelles opportunités, par exemple en proposant un produit qui va être plus respectueux de l'environnement, pourquoi pas. Faire de la RSE, c'est aussi l'occasion pour votre entreprise d'avoir une nouvelle vision de son rôle et de sa responsabilité dans la société. Et c'est une responsabilité qui est fortement récompensée, puisqu'on peut voir dans une étude de France Stratégie qu'il y a une différence de 13% dans la performance globale des entreprises entre celles qui ont une démarche des pratiques de RSE et celles qui ne le font pas. Donc 13%, c'est quand même assez important. Ensuite, faire de la RSE, ça va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Pourquoi? On l'expliquait tout à l'heure. Typiquement, vous répondez à un appel d'offres. Si vous avez des pratiques vertueuses, vous allez être favorisé et privilégié dans le choix des entreprises donneuses d'ordre. Et enfin, il y a tout ce qui est facteur d'attractivité et de fidélisation des salariés. On va voir dans les chiffres dont tu vas nous parler juste après que il y a une réelle prise de conscience et que les collaborateurs ou les futurs collaborateurs vont être plus attirés vers une entreprise qui a des pratiques vertueuses, qui respecte l'environnement, qui respecte ses clients et ses fournisseurs. Et ça va donner plus envie d'intégrer une telle entreprise ou de rester, tout simplement. Tout à fait. Donc, je crois que c'est maintenant les chiffres. Oui. Voilà. Alors là, c'était juste pour faire un peu une entrée dans le thème de la mobilité, plus en particulier, avec quelques chiffres. Alors là, il y a eu notamment un sondage assez récent, de juillet 2020, de ce mois-ci, réalisé par Opinionway et Corporate Mobilities pour un opérateur de VTC qui est Captain, et qui dégageait des chiffres assez intéressants en lien avec les enjeux RSE, la mobilité, aussi le post-Covid, on en discutera tout à l'heure. Et il y avait notamment ce chiffre dans les entreprises interrogées que 75% d'entre elles prennent en compte les enjeux de RSE et de mobilité pour répondre aux attentes de leurs salariés. Donc on voit ce que tu disais aussi par rapport à l'attractivité, tout ce qui est fidélisation des salariés, c'est de plus en plus important, forcément pour attirer et retenir les talents. C'est un facteur qui est de plus en plus, qui prime de plus en plus. Et ça rentre dans tout ce concept de valeur immatérielle d'une entreprise. Donc là aussi, quelques chiffres. Là, ça date de 2017 du coup, mais on est à peu près dans les mêmes taux aujourd'hui,
que les dimensions de la RSE totalisent 43% de la réputation globale d'une entreprise. Donc là, on parle aussi bien en termes de public, de tout ce qui est relations presse notamment. Une entreprise qui fait des actions vertes, qui est transparente aussi au niveau de son activité, ça c'est très important. Tout ce qui est transparence, forcément au niveau public, au niveau salarié, au niveau fournisseur, partenaire, investisseur, il y aura une influence positive. Et après, si on rentre plus dans la partie mobilité vraiment, on se rend compte qu'il y a des choses par rapport à la mobilité professionnelle qu'il faut régler et que la RSE peut avoir une vraie influence là-dessus. Par exemple, 63% des Français utilisent encore leur véhicule en autosolisme pour se rendre au travail chaque jour. Donc là aussi, forcément, il faut faire la part des choses. Il y a aussi un facteur géographique, tout simplement. Il y a des personnes qui sont obligées de prendre leur véhicule individuel parce qu'ils sont trop loin. Mais il y a aussi, nous, on voit bien en étant à Rennes, au niveau urbain, qu'il y a une vraie communication à faire et une vraie sensibilisation au fait de privilégier, par exemple, le covoiturage ou les mobilités douces plutôt que d'utiliser le véhicule individuel de manière systématique. Et là aussi, tout ce qui est collectivité, par exemple, avec le PDM ou le PDU, ont aussi un rôle à jouer pour fournir aux habitants et aux salariés les outils, la logistique nécessaire. On pense par exemple aux aires de covoiturage près des entrées de rocade, les initiatives comme ça, les autoroutes pour vélos, enfin la grosse piste cyclable qui se met en place autour de Rennes, notamment pour les vélos. Donc là, voilà, il y a un rôle de chacun dans ça. Et au sein des entreprises de taille intermédiaire, 90% des salariés jugent la mobilité durable indispensable. Donc là, c'était le baromètre 2016 du Club à mobilité durable. Après, il y a eu des chiffres depuis qui confirment ça dans tout ce qui est baromètre, notamment de l'Arval Observatory, Mobility Observatory, qui rentre là-dedans. Et enfin, le secteur des transports représente 33% de la consommation d'énergie finale en France en 2015. Donc là, on est en 2015. J'ai pas trouvé de chiffre plus récent, il doit en avoir certainement. Mais on reste à peu près sur cette portion de un tiers. Donc c'est énorme. Des émissions de consommation d'énergie et des émissions aussi produites par le domaine du transport. Donc on parle bien sûr du transport aussi routier, bien entendu, avec tout ce qui est transport de marchandises en fait. Donc il y a aussi cette part-là à prendre, sachant que la télématique peut être aussi introduite dans des flottes de camions ou de transport de marchandises. Donc il y a aussi tout un pan différent de l'autopartage pur qu'on va vous présenter juste après. Mais voilà, quelques chiffres de mobilité et justement les impacts sur l'environnement et les attentes des salariés surtout, parce qu'on voit qu'il y a une vraie appétence pour des alternatives. Et justement, qu'on me dit, oui, d'accord, je peux pas utiliser mon véhicule individuel, mais qu'est-ce qu'on m'offre à côté pour pallier à ça? Donc, on va en discuter ensemble. Hop. Mobilité RSE, donc une mobilité plus raisonnée en entreprise, comment ça marche? Parce que là aussi, c'est une grosse problématique. On a pas mal de prospects qui veulent réaliser ces démarches-là, notamment la RSE est déjà enclenchée en interne, mais la question de la mobilité, des fois, c'est pas évident. On sait pas par où commencer, en fait, tout simplement. Aussi, en interne, on se demande comment communiquer auprès des salariés ou des agents, par exemple, en collectivité. C'est pas forcément la conduite du changement, c'est pas toujours facile. Donc, ce qui est important de faire et ce qu'on conseille aux prospects et à nos clients d'ailleurs dans le long terme, c'est de réaliser des audits et des sondages en interne pour impliquer dès le début les potentiels utilisateurs et aussi au niveau plus opérationnel, réaliser un audit sur les impacts environnementaux liés au déplacement. Donc là, c'est plus une étude de la flotte existante de véhicules, des déplacements effectués par les salariés, pour voir justement par exemple, en termes d'empreinte carbone, où on en est, en termes de kilométrage moyen, où est-ce qu'on en est aussi, est-ce qu'il y a des véhicules qui sont sous-utilisés, est-ce qu'on peut réduire la flotte? Donc voilà, c'est vraiment un travail en amont qui est essentiel, parce que sinon on ne peut pas proposer justement ce fameux mix de mobilité qui est plus divers et durable, et qui est adapté à chaque entreprise, parce que il faut savoir que nos offres, notamment pour parler nous de notre côté avec nos clients, ce travail d'observation et d'offres spécifiques est vital parce que sinon ça sert à rien par exemple de proposer que l'électrique si c'est des trajets des salariés qui font énormément de kilomètres pour les commerciaux qui avaient l'habitude d'un véhicule de fonction dédié par exemple thermique du coup pour effectuer
des trajets de plusieurs centaines de kilomètres. Et là, on leur dit, ben non, maintenant, il y a un service d'autopartage qui va être de l'électrique, ça n'a aucun sens. Donc, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Et là aussi, ça rentre dans le cadre du plan mobilité qui a pour but d'optimiser justement ces déplacements autrement que par le biais du véhicule individuel. Mais il y a tout ce travail de diagnostic en amont qui est essentiel. Alors là, il y a eu un petit erratum que Laura m'a relevé tout à l'heure par rapport à l'indemnité kilométrique vélo. En fait, ça s'intègre dans le forfait mobilité durable maintenant. À l'employeur de diviser, en fait, il peut faire 200, il y a un travail, mais en gros, il y a une enveloppe de 400 € par an pour les salariés, sachant que ce n'est pas obligatoire, le forfait mobilité durable. C'est vraiment là aussi une initiative volontaire de l'entreprise, ou de la collectivité d'ailleurs. À voir si dans le long terme, ça sera rendu obligatoire. Mais là, c'est vraiment dans l'initiative globale de l'entreprise, s'il veut justement favoriser une mobilité plus douce, plus durable pour ses employés. Et donc là aussi, favoriser la pratique de mobilité douce. Ça peut passer de manière assez forte par aussi la facilité d'accès au site de l'entreprise, que ça soit un déménagement par exemple sur un site qui est mieux desservi par les transports en commun. Nous, on a vu pas mal de cas où justement c'était des zones où en fait le véhicule individuel s'imposait parce qu'il n'y avait aucun arrêt de bus, il n'y avait pas forcément de piste cyclable pour s'y rendre. Donc là, bien entendu, c'est compliqué. Donc là, peut-être aussi, bien sûr, toutes les entreprises ne vont pas déménager, mais rendre plus accessible pour les piétons aussi, rendre moins dangereux l'accès au parking, par exemple, ou les choses comme ça. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et impliquer les salariés en mettant en place des challenges collectifs. Donc ça, c'est plus en termes de communication, on en parlait tout à l'heure, et d'implication des salariés dès le début. On va développer le sujet avec l'autopartage parce que nous, on a ces problématiques-là qui se dégagent pas mal. Justement, le côté ludification, création de réseaux d'ambassadeurs au sein des entreprises pour assurer, pour faire la démonstration en interne. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. On sait que c'est pas évident, que le changement, ça se passe pas comme ça et qu'il y a vraiment un travail dans le long terme. Et d'accompagnement dès le début. D'accompagnement dès le début et sur le long terme. Donc, nous, même chez Mobility Tech Green, nos clients historiques, aujourd'hui, on les accompagne encore, que ça soit en termes de communication, si il faut fournir des nouveaux documents, pour des ouvertures de sites, par exemple, ou des choses comme ça. On est là pour ça aussi. S'il faut redéfinir la flotte, pourquoi pas aussi. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. On a un de nos clients historiques, c'était Expleo aussi, anciennement un système, qui était partenaire avec nous sur l'autopartage depuis des années, et puis qui a accéléré sur tout ce qui est problématique d'écomobilité. Et l'année dernière, ils ont lancé, l'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus, je crois que c'est en début d'année même, ils ont lancé les services de vélo partage. Oui, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Et du coup, ils ont mis en place à Paris et sur le site de Toulouse aussi, ils ont mis en place une borne en fait avec des vélos électriques et ça marche plutôt bien. Et là aussi, il y a eu un diagnostic bien entendu en amont pour se dire est-ce que le site est accessible en vélo? Oui, non. Et oui, effectivement, il est. Et on a ces discussions avec plusieurs clients aujourd'hui qui réfléchissent à l'implémentation d'autres moyens de transport partagés en lien avec l'autopartage. Et il y a aussi cette phase de diagnostic qui est hyper importante et qu'on réalise avec plaisir en interne. Voilà. Alors, l'autopartage comme levier RSE. Donc là, c'est une slide un peu lourde en termes de texte, mais on va essayer de clarifier ça. Donc déjà, l'autopartage, là, c'est vraiment un petit rappel, mais on sait ce que c'est. C'est l'usage partagé d'une flotte de véhicules par différents usagers, généralement sur une période définie. On a aussi des modes d'autopartage, on appelle ça à la volée, sans réservation, où là, c'est l'utilisateur qui prend un véhicule sans réservation, il badge directement, il part avec le véhicule au besoin. Donc là, c'est des modes d'autopartage qui sont légèrement différents. Mais généralement, on a un système de réservation qui permet aux salariés de réserver un véhicule comme une location, en fait, courte durée, mais de manière plus flexible. Il réserve en ligne, il se rend devant le véhicule à l'heure de la réservation, il badge, il prend le véhicule, et il le rend à l'heure sur le parking pour ses collaborateurs. Il referme le véhicule et c'est reparti. Donc l'idée derrière cette mutualisation, donc c'est vraiment le terme de mutualisation de flotte, c'est il y a une part de redimensionnement d'un parc de véhicules trop volumineux et sous-utilisé. Donc là, on voit souvent que, au final, les entreprises et les collectivités aussi n'ont pas vraiment de vue
sur l'usage de leur véhicule et de leur flotte. Ils ont parfois des outils télématiques qui sont déjà mis en place, donc là c'est un premier pas, on va dire, qui permet de quantifier, qui permet d'automatiser aussi certaines remontées de données, notamment kilométriques. Mais la plupart du temps, il n'y a pas ces outils en fait de diagnostic au quotidien et ça reste que du théorique. Donc on sait par exemple qu'un véhicule a été réservé sur l'agenda Outlook 5 fois dans la semaine ou quelque chose comme ça. On ne sait pas s'il a été réellement utilisé. Ça. On ne sait pas trop. Ou sinon, il faut quelqu'un en interne qui tienne un espèce de carnet de bord pour donner les clés, les rendre. C'est généralement le cas. Il y a des boîtes à clés numériques. On a beaucoup, notamment dans le domaine médical, on s'est aperçu que c'était très utilisé. Oui. Mais là aussi, il y a la question de la traçabilité, la quantification qui est pas là. Et on a vu avec Laura tout à l'heure que tout ce qui est diagnostic et justement pouvoir un peu quantifier les usages en interne dans le cadre d'une politique RSE, c'était vital. Et justement, l'autopartage, on va développer après un peu, permet d'avoir cette notion de diagnostic, de reporting aussi statistique, pour pouvoir se dire, voilà mon état actuel, qu'est-ce que je veux demain et comment je fais pour y accéder. Et là, nous, on intervient à vos côtés pour vous conseiller à atteindre ces objectifs. Ça peut aussi jouer dans un renouvellement progressif d'une flotte trop vieille et polluante. Donc là aussi, c'est une question de revoir sa carte policy et la composition de sa flotte pour répondre aux réglementations actuelles et futures, parce que c'est quand même un vrai boulot d'anticipation. Tout ce qui est, par exemple, verdissement de la flotte, c'est 2030, mais c'est demain, en fait, pour certaines entreprises, notamment les grands groupes, qui doivent s'organiser bien en amont pour renouveler leur flotte. Donc il y a aussi cette notion-là. On va faire un petit focus sur tout ce qui est électrique dans la slide suivante, je crois. Un service intégrant dans un plan de mobilité et visant à introduire des mobilités alternatives, véhicules individuels. Donc là aussi, on parle d'autopartage, donc justement d'accélération sur la mutualisation d'une flotte, excusez-moi. Mais il faut savoir que dans notre plateforme, donc qui est eColibri, la fameuse solution dont vous parlez tout à l'heure, on peut aussi intégrer d'autres moyens de transport comme le vélo partage, la micromobilité, tout ça en lien avec nos partenaires en fait, pour proposer à l'entreprise ou la collectivité une seule plateforme de réservation pour un panel de mobilité complet, quoi. Il faut aussi ouvrir les trajets en autopartage au covoiturage. Tout à fait. Pour les personnes qui n'ont pas le Oui, le ça aussi, en termes de diversité et justement d'inclusion. Effectivement, le module covoiturage est très intéressant parce qu'il permet aux personnes n'ayant pas le permis B de bénéficier quand même du service. Donc c'est là actuellement on est en refonte des produits et c'est un point culminant un peu de la refonte du produit, mettre en avant ce module et l'enrichir. Et j'en parlais, peut être couplé avec un moyen de transport, d'autres moyens de transport pour une offre multimodale. Donc là on parle de masse aujourd'hui, donc mobility as a service, d'offres multimodales. On en voit de plus en plus dans nos villes qui se posent des questions justement avec des hubs multimodaux pour inciter les personnes justement à laisser leur véhicule individuel aux portes de la rocade par exemple ou de la ville pour adopter, prendre du train par exemple, du RER, du bus, des vélos, pourquoi pas avec des pistes cyclables. Donc, et il y a aussi ces problématiques-là dans les zones d'activité d'entreprise de plus en plus où justement il y a un désir de mutualiser et d'enlever la congestion, enfin de réduire la congestion dans ces zones-là qui sont souvent très denses. Et là, c'était le petit chiffre en plus de tout à l'heure. Un véhicule en autopartage, c'est 10 véhicules individuels en moins sur la route. Là, je sais plus, la source, c'était... Il y a plein de sources différentes et c'est vrai qu'il y a plein de chiffres un peu différents. Généralement, c'est entre 10 et 15. Et 15, oui. Mais nous, on est resté sur la fourchette du 10, ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Aussi bien, du coup, ça fait 10 véhicules en moins, mais ça fait de la place en plus. Oui. Juste tout ce qui est stationnement pour les entreprises aussi, c'est... On a eu, c'est vrai, cette problématique-là d'un prospect qui déménageait sur un site où il y avait beaucoup moins de places de stationnement pour ses employés. Et justement, il fallait introduire d'autres moyens de la mobilité partagée, notamment pour pouvoir pallier à ça, pour que les salariés ne se retrouvent pas chaque matin à tourner pendant une demi-heure pour trouver une place. Et en privilégiant justement les places de parking pour ceux qui faisaient du covoiturage et de l'autopartage. Ils avaient les places réservées pour les inciter encore une fois à utiliser un mode de mobilité alternatif. Et puis tout ce qui est parc vélo sécurisé, etc. aussi.
Et justement, j'en parlais un peu tout à l'heure, tout ce qui est outils de quantification. Donc nous, on considère que Ecolibri, donc notre solution, c'est vraiment aussi un outil de diagnostic, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça peut passer par des phases de test, par exemple, sur plusieurs mois, où là, l'idée, c'est de collecter un maximum de données chez le prospect ou le client actuel, même qui veut requantifier ses usages. Et donc on a une équipe de data science en interne qui est chargée justement de transformer ces données collectées en des reporting. Donc ça peut être des reporting beaucoup plus poussés que ceux qu'on propose de manière native dans l'outil. Et justement avoir une force de conseil derrière qui vous permet d'adapter la flotte et de proposer le service d'autopartage sur un nombre de véhicules adaptés, sur une typologie de véhicules adaptés. Donc on a aussi cette possibilité-là de vous accompagner sur ces décisions. Et demain d'ailleurs, on est en train de retravailler sur des outils de pré-diagnostic pour que vous, de votre côté, vous aurez la possibilité, je vais y arriver, de réaliser un premier petit diagnostic. Et nous, après, derrière, on pourra vous accompagner sur une seconde phase et la formulation d'une offre complètement adaptée à vos besoins et qui rentrera parfaitement dans votre démarche RSE, pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'on a eu des prospects qui ont demandé, qui nous ont dit, on veut mettre toute la flotte en autopartage, on est dans une démarche de RSE, on veut faire green, on met tout en autopartage. Et là, en fait, c'est pas justement ce que tu disais, c'est pas adapté forcément à la flotte. Notre but à nous, c'est pas de tout mettre, c'est pas de tout mettre en autopartage parce que ça finira par ne pas être correctement utilisé. D'où l'importance de la collecte des données, de l'analyse des reportings en amont pour être vraiment sûr de vous proposer un service adapté à votre situation. Tout à fait. Parce qu'après, si le service est sous-utilisé, vos véhicules, au final, ça restera stationné aussi la plupart du temps. Ou si, au contraire, vous vous dites, je mets que 3 véhicules et il y a une offre, enfin une demande plutôt qui est exponentielle et que vous... là aussi, on sera là pour vous accompagner et pour vous dire, écoutez, il y a beaucoup de demandes, peut-être qu'il faut rajouter des véhicules. Donc voilà, il y a vraiment une phase d'analyse et justement de voir d'équilibrer au fur et à mesure, d'adapter. Puis de toute façon, dans le long terme aussi, on est là. Tout service d'autopartage peut s'adapter complètement à la situation. Alors là, on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est plus un petit focus sur le verdissement de la flotte. Donc on parlait des réglementations qui vont arriver, mais aujourd'hui on sait aussi que dans les centres-villes il y a des restrictions de déplacement des fois, notamment dans les grandes métropoles, qu'il y a aussi une appétence chez les employés d'avoir accès à des motorisations alternatives. Là aussi, on conseille de faire vraiment un travail en amont et aussi une communication en interne pour rassurer. Parce que là aussi, on a des clients et des prospects qui ont installé, des clients du coup qui ont installé des véhicules électriques. Les salariés sont assez friands généralement, ils sont plutôt contents. Mais par contre, il y a une peur et ils n'ont jamais utilisé ce type de véhicule, donc forcément, c'était pas forcément, c'est comme les véhicules automatiques, qu'on n'a jamais utilisé, la première fois on est là, comment je fais Donc c'est au niveau de la charge aussi, l'autonomie, les rassurer, leur dire que, par exemple, s'ils veulent faire une réservation, ils doivent indiquer un kilométrage estimatif. Si le kilométrage dépasse l'autonomie de la batterie, le système leur dira, non, en fait c'est juste pas possible, vous pouvez pas réserver ce véhicule, parce qu'il ne pourra pas garantir, par exemple, le retour. Donc il y a tout un système comme ça. On a aussi un algorithme qui permet de remonter le niveau batterie, comme une batterie thermique, mais là pour le niveau de recharge en fait. Donc il y a plein de petits outils comme ça qui sont faits justement pour pouvoir garantir un usage pertinent des véhicules électriques et que le salarié puisse effectuer son déplacement de manière sécurisée. Et là en interne, bien entendu, on peut vous accompagner lors du lancement sur des démonstrations, aussi bien du service que pourquoi pas de véhicules électriques s'il y a besoin. Et puis aussi de votre côté, pourquoi pas fournir un petit document comment j'utilise mon véhicule électrique en autopartage. Donc voilà, il y a plein de petites thématiques comme ça qui sont assez intéressantes. Donc là, on parlait plus de la typologie de déplacement. Effectivement, c'est plus pour des déplacements urbains de courte durée ou sur une courte distance, forcément. Et on peut intégrer aussi, on en parlait tout à l'heure avec la multimodalité, d'autres modes de transport électrique. Par exemple, le vélo partage chez XPO, c'est du VAE en fait. C'était typiquement pour garantir des déplacements intersites
et des déplacements en ville pour aller voir des clients, des fournisseurs, comme ils étaient ils sont près d'une grande agglomération qui est Toulouse. Donc voilà. Et on a aussi un client au Luxembourg, qui est un partenaire plutôt, qui propose la micromobilité électrique, donc des trottinettes. Là, c'était dans un bâtiment, un immeuble en fait de bureaux, où il y avait cette notion-là. Et on réfléchit de plus en plus justement à intégrer, pourquoi pas, des trottinettes électriques dans des véhicules électriques dans le coffre. Dans le coffre, oui. Pour faire les derniers kilomètres. Donc on parlait des zones d'activité tout à l'heure ou des hubs. Ça peut être parfaitement pratique à ce niveau-là, ou dans des casiers. Enfin, il y a plein de pendants comme ça qui se dégagent, et c'est des thématiques très intéressantes. Et là, c'était juste une petite étude. Alors, apprendre, c'est ce que je mets sur ce qu'on a écrit à la fin. Il y a un surcoût initial, bien entendu, pour les véhicules électriques, qui est quand même rentabilisé plus ou moins après par les recharges qui sont moins chères que l'achat de carburant, en fait, les pleins de carburant. Mais il faut aussi prendre en compte, dans le long terme, tout ce qui est fabrication et recyclage des batteries. Et ça dépend, ça fluctue beaucoup selon les modèles aussi. Donc là aussi, nous, on fait pas mal de veille à ce niveau-là, en interne, notamment en data science, pour prendre en compte ces fluctuations de consommation électrique, si on a les coûts de fabrication de batteries initiaux, tout ce qui est recyclage, etc. Donc c'est un investissement. C'est un investissement, mais qui finit par être oui, récompensé sur le long terme. Si c'est bien utilisé aussi en interne, bien utilisé. Effectivement. Mais là, on vous mettez un petit chiffre. Les frais annuels moyens de carburant, donc là, c'était pour 10 véhicules thermiques qui consomment 5 litres au 100, 5 litres 5 au 100. C'était à peu près 8 000 € contre 2 500 € pour la recharge électrique. Donc là, effectivement, il y a un gain aussi bien écologique qu'économique, du coup, qui se dégage. Mais bien entendu, chaque projet a ses particularités. Donc voilà, faut prendre en compte l'ensemble. Mais c'est un chiffre qui est assez intéressant quand même, et qui dans le futur, avec une autonomie des batteries de plus en plus développée, avec aussi pourquoi pas des techniques de fabrication et de recyclage surtout qui sont plus au point qu'aujourd'hui, il y aura un vrai intérêt à se pencher sur un vrai intérêt, et de toute façon une obligation légale au final, à se pencher sur ces problématiques-là. Hop. Côté salarié. Donc là, on rentre plus dans le bien-être, ce que tu disais tout à l'heure, tout ce qui est prise en considération des attentes des salariés, du bien-être, de aussi l'attractivité, parce que proposer un service d'autopartage, par exemple, c'est un service en plus. Dans la gamme, par exemple, je sais pas, s'il y a des tickets resto, on peut se dire il y a des sorties à l'extérieur. L'autopartage, c'est aussi au quotidien un petit plus, on va dire. Donc c'est un service de mobilité innovant et pratique, notamment ceux ne possédant pas de véhicule de fonction. Donc effectivement, la problématique majeure, c'est dans les entreprises, par exemple les commerciaux, c'est logique, ont des véhicules de fonction dédiés, mais des fois, on a des déplacements ponctuels où on voit bien, par exemple, quand on doit aller récupérer, je sais pas, on a fait imprimer des flyers, ou on a des besoins vraiment ponctuels, mais on n'a pas de véhicule dédié, ce qui est logique. Donc du coup, là, l'autopartage vient pallier ces besoins-là. Et on a aussi une option pro-perso qui là permet d'ouvrir les véhicules autopartagés à l'usage personnel pour les soirs et les week-ends. Donc là, l'idée derrière ce module, c'est aussi bien un côté pratique pour les employés. C'est la location courte durée, au final, mais à un tarif dérisoire par rapport à une location. Par exemple, on est à 50 € un week-end entier, je crois. En moyenne, c'est à la discrétion de l'entreprise. Il y a certaines entreprises, par exemple, c'était pour les vélos, je crois, qui proposaient de manière gratuite les vélos pour des usages personnels. Pourquoi pas? Là aussi, c'est du bonus, en fait, et au niveau attractivité, c'est intéressant. Et du coup, côté gestionnaire, c'est plus faire rouler, par exemple, mes véhicules qui sont sous-utilisés en semaine, garantir du coup leur bon fonctionnement, parce qu'un véhicule qui roule, c'est aussi un véhicule qui est en meilleure santé. Que si le véhicule reste 95% du temps stationné, au bout d'un moment, c'est les pneus qui se dégonflent, c'est la batterie qui se dégonfle aussi. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et puis c'est aussi une petite rentrée au niveau économique, enfin financière, qui permet d'équilibrer les frais initiaux engendrés par la mise en place de la solution. Et d'avoir un retour sur investissement très rapide, en fait. C'est ça. En fait, l'idée, c'est c'est pas de dégager des bénéfices, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Et donc, c'est gagnant-gagnant aussi bien côté entreprise que salarié. C'est aussi accompagné vers des changements de comportement. On parlait de l'électrification,
mais c'est aussi en fait l'entreprise en tant que canaliseur et en tant que, je sais pas comment dire, précurseur du changement dans la mobilité de ses salariés au quotidien. Donc, ça soit pour les trajets de domicile-travail, les trajets professionnels en journée, mais aussi, on l'a vu, le soir et le week-end. Pourquoi pas, au bout d'un moment, le salarié se dit, j'habite en milieu urbain, j'ai accès à des véhicules la semaine et le week-end. Pourquoi j'ai besoin d'un véhicule personnel? Donc voilà, il y a aussi, ça peut permettre des changements de comportement durables. La conduite de VE, donc voilà, tout ce qui est covoiturage. Laura le disait tout à l'heure, on a un module de covoiturage intégré à la solution. Et on travaille aussi avec des partenaires pour tout ce qui est domicile-travail, pour vraiment avoir la boucle complète, en fait, du soir au matin. Donc voilà. Et on a aussi le petit module d'éco-conduite. Ça, on n'en a pas trop parlé. Mais là aussi, c'est plus en termes RSE, c'est très intéressant. Ça permet de quantifier les usages de carburant, de doser les taux d'accélération, de freinage, de virage brusque, Ah, on avait une petite question, j'avais pas vu. On y répond juste après. De quantifier en termes de braquage, par exemple, et de donner un scoring aux employés pour les sensibiliser. Au niveau du gestionnaire, c'est anonyme. Donc, il a juste une note globale d'éco-conduite de son parc. Mais s'il voit qu'il y a un site, par exemple, où il y a une note d'éco-conduite qui est vraiment pas terrible, il peut proposer des stages de sensibilisation à l'éco-conduite ou à une conduite plus durable. Donc, ça, c'est assez intéressant. Libre aussi aux salariés, en voyant sa note d'éco-conduite, de faire la demande directement auprès du gestionnaire. Alors, bonjour, la solution Pro-Perso pose des questions sur le calcul des avantages en nature. Comment vos clients ont-ils appréhendé le problème? En effet, si les véhicules sont loués aux collaborateurs le soir ou le week-end à un tarif trop avantageux, l'URSSAF peut vous tomber dessus. Avez-vous eu des retours d'expérience sur le sujet contre l'URSSAF et comment le sujet a-t-il été traité? Alors ça, j'ai pas de retour en tête, notamment au niveau d'Orange qui sont qui incitent beaucoup sur le pro-perso. Faudrait peut-être, on peut se renseigner, par contre, ils sont assez transparents par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions par rapport à l'URSSAF. On rentre aussi en rapport avec le crédit mobilité. On avait eu ces discussions-là où c'est un sujet assez difficile parce que justement, il est considéré avantage en nature dans ces cas-là. Donc, pas trop de réponses concrètes à vous donner, Guillaume, malheureusement. Mais après, on peut se renseigner effectivement auprès de nos clients qui ont mis en place le Pro-Perso. Il y a Orange, il y a XPO aussi. Après, c'est des options qui tournent depuis un moment, donc je pense qu'ils ont su adapter. Mais de manière intuitive comme ça, j'ai pas trop de réponses. On va se renseigner, Guillaume. On va noter ça. Avec plaisir, Guillaume. D'ailleurs, on s'était parlé pour le livre blanc. Je me souviens avec vous, c'était très intéressant et on va le publier très prochainement. Oui. On a eu un peu des raccords à faire, notamment à la crise du Covid. On a rajouté pour l'adapter un petit peu. Mais oui, ces problématiques-là, effectivement, d'avantages en nature et de passage entre le véhicule de fonction et le crédit de mobilité pro-perso, c'est au niveau administratif, c'est un peu compliqué. Hop. Oula, des petites questions qui flottent maintenant. Il y a de plus en plus de fenêtres. Ah, comment on fait? Ah, c'est bon. Hop. Et oui, gagner en productivité et en sérénité en améliorant l'accès aux véhicules de service. Donc là, l'idée aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est d'automatiser pas mal de tâches au niveau gestion et au niveau accès aux véhicules. Par exemple, il y a pas mal d'entreprises qui ont des bureaux pour récupérer les clés aujourd'hui. Donc des fois, les employés doivent faire des détours. La personne qui est en charge des clés, c'est pas forcément sa tâche principale non plus. Donc là aussi, ça fait des tâches à valeur pas forcément ajoutée, on va dire, pour elle. Donc là aussi, l'idée, c'est de rendre autonomes les salariés dans leur accès, leur réservation déjà, et leur accès aux véhicules. Leur donner une vue en temps réel aussi sur la disponibilité des véhicules, ça c'est super important, parce que des fois, on a eu des cas où les prospects nous disaient le salarié veut accéder au véhicule, et en fait, les clés sont prises et on n'a aucun moyen de tracer. Enfin, la traçabilité est vraiment très limitée, donc ça pose pas mal de problèmes. Si le salarié a un rendez-vous, il se retrouve dans la panique, vite, il faut que je trouve un véhicule. Donc voilà, c'est aussi un aspect sérénité et on se sécurise parce qu'il faut savoir que le véhicule en autopartage,
On en parlait tout à l'heure, c'est un système de badge ou avec une application mobile aussi. Et c'est seulement la personne qui a réservé qui peut ouvrir le véhicule. Et même si le véhicule est ouvert par une tierce personne, il y a l'anti-démarrage et il ne pourra pas démarrer le véhicule. Donc là aussi, il y a une idée d'exclusivité, j'allais dire, mais on est garanti d'avoir le véhicule qu'on a réservé. On peut aussi se poser la question, moi j'ai réservé mon véhicule, mais quelqu'un d'autre l'avait avant. Si la personne est en retard, il va avoir une bascule de la réservation. Il faut justement, c'est le côté plus serein, c'est que le logiciel va le faire automatiquement. Vous n'allez pas vous retrouver sans véhicule parce que la personne d'avant est en retard. Et la personne d'ailleurs qui rendra en retard le véhicule sera peut-être sujette à des pénalités pour justement les sensibiliser et leur dire, en fait, c'est des véhicules partagés et non individuels. Donc forcément, il y a aussi tout ce qui est le côté collaboratif. Le côté collaboratif. On a à ce titre des petits copilotes qui sont préparés pour être mis dans les véhicules et qui rappellent justement les bonnes pratiques, que ça soit en termes de civisme tout simplement. On parlait de rendre à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui est carburant, rendre le véhicule avec la moitié du plein par exemple. Enfin, il y a plein de petites pratiques comme ça qui font que le service tourne. Et aujourd'hui, avec le Covid, ça va être des pratiques sanitaires finalement. Tout ce qui est utilisation du gel hydroalcoolique, de la lingette pour nettoyer le levier de vitesse, les poignées, le volant et tout ça. On s'est adapté aussi à la situation. Alors, Nicolas, petite question. Il n'y a pas de gestion de clé, mais qui s'occupe de l'entretien, prise de rendez-vous, amener le véhicule en révision, etc. Avez-vous des retours? Alors là, ça rentre un peu dans l'écosystème qu'on peut proposer, nous, en parallèle de la solution Ecolibri. Justement, on a des services de nettoyage, notamment, pour planifier des maintenances sur le véhicule, les bloquer sur le système. Et là, c'est un partenaire, en fait, qui intervient pour nettoyer les véhicules. Si l'entreprise n'a déjà... Enfin, peut-être que l'entreprise a déjà effectivement un prestataire. Donc là, on s'adapte et on peut se mettre en lien avec lui. Et pour tout ce qui est prise de rendez-vous, amener le véhicule en révision, là, c'est ce qu'on appelle le convoyage. Donc là aussi, on a des services, on a des prestataires, en fait, qui peuvent faire ce genre de services additionnels et qui peuvent mobiliser le véhicule. Donc là, c'est bloqué sur la plateforme Ecolibri pour la journée, par exemple, s'il faut l'emmener au garage, et qui peut s'occuper d'un point A à un point B. Donc il y a différentes formules de convoyage selon vos besoins, qui peuvent emmener d'un point A à un point B avec boucle ou non. Et donc là, ça peut rentrer en lien avec la solution Ecolibri sans souci. Donc là, c'est soit on travaille avec les partenaires en interne chez le client, ou soit nous, on peut vous mettre en lien dans le cadre de la mise en place de l'autopartage avec des prestataires externes. Il y a aussi le système d'état des lieux qui est disponible depuis l'application mobile qui va permettre aux salariés qui utilisent le véhicule de prendre en photo s'il y a un problème sur la carrosserie ou quelque chose de cassé et qui va être remonté directement au gestionnaire de parc qui va pouvoir après bloquer le véhicule pour faire le nécessaire. Même en termes de saleté, ce que tu disais, bon là avec la situation actuelle, c'était plus en termes d'hygiène. Si par exemple on avait promis du gel hydroalcoolique dans la boîte à gants, il n'y en a plus. Il y a toutes ces problématiques-là et effectivement l'état des lieux, c'est un outil qui est assez intéressant à ce niveau-là. Et vous avez en fait sur le tableau de bord d'Ecolibri, côté gestionnaire, des alertes tout simplement sur les véhicules s'il y a un problème. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations à ce niveau-là. C'est plus au niveau logistique et production qu'ils ont les clés en main à ce niveau plus opérationnel, mais n'hésitez pas en tout cas. Comment j'ai fait tout ça? Hop, j'ai dit ça. Oups. Voilà, on a fait un petit peu le tour en termes. En fait, c'est l'expérience utilisateur tout simplement. Et là aussi, ça rentre dans tout ce qui est démarche RSE, plus côté social, au niveau du bien-être des employés, et puis leur garantir des services additionnels au quotidien. Donc voilà. Hop, petit visuel. Et là, c'était juste pour finir, et pourquoi pas en discuter avec vous aussi. Nous, on a vu en interne, et ce qui est normal forcément, chez nos clients, il y a eu pas mal de changements en termes de gestion de mobilité dû à la crise du Covid, en termes d'hygiène. On en parlait tout à l'heure, on a mis en place un petit protocole sanitaire notamment, sous format texte et vidéo pour nos clients,
où ça récapitule un petit peu les bons gestes à avoir si votre service d'autopartage continue à, à être lancé, ce qui est le cas chez la majorité de nos clients. Oui. Comment garantir la sécurité des employés. Donc là, c'est nettoyer certaines parties du véhicule, tu en parlais tout à l'heure, faire accéder à donner accès à des lingettes nettoyantes, du gel, bien garantir qu'il y a des sessions de nettoyage régulières, etc. Donc voilà. Donc il y a eu un peu des modifications d'organisation. Nous, de notre côté aussi, par exemple, on a garanti que les réservations commençaient 10 minutes à l'avance pour justement laisser le temps à l'utilisateur de pouvoir nettoyer tranquillement le véhicule et pas se presser et ne pas perdre du temps sur sa réservation. Donc voilà, il y a des petites adaptations comme ça. Et le fameux sondage de Opinionway et Corporate Mobilities dont on parlait tout à l'heure, justement montrait que 75% des entreprises interrogées considèrent que la crise va les inciter à prendre davantage en compte les enjeux RSE. Donc là, bien entendu, il y a l'aspect santé, justement, au travail, prendre soin de ses collaborateurs, être sûr que tout va bien. En interne, nous, par exemple, on a mis en place, bien entendu, des mesures par rapport au Covid, tout ce qui est accès à des masques, par exemple, pour les employés qui le désirent, du gel mis à disposition, l'affichage des gestes barrières, enfin, il y a plein de petites mesures comme ça. Et au niveau de la mobilité, bien entendu, il y a aussi des bons gestes à avoir pour garantir la sécurité et la santé des collaborateurs dans le cadre de leurs déplacements. On en parlait tout à l'heure, le petit copilote, la petite vidéo aussi à diffuser en interne, que ça soit par le biais d'une newsletter interne, etc. Et aussi inciter à des modes de déplacement actifs, respectant la distanciation sociale, comme tout ce qui est vélo et marche, quand c'est possible. Parce qu'on a observé, je ne sais plus quelle étude c'était une étude du mois de mai, juste après le déconfinement, qui montrait justement qu'il y avait pas mal de citoyens qui s'étaient rendus compte, oui, mes déplacements quotidiens, au final, je peux le faire à pied ou en vélo, ce que je faisais pas forcément avant. Et avec le confinement, ça m'a poussé aussi à revoir ma manière de me déplacer, parce que le véhicule individuel, c'était pas forcément le plus facile, pas forcément justifié aussi. Donc c'est aussi la prise de conscience vraiment psychologique. Les gens se sont rendus compte qu'en arrêtant de vivre, entre guillemets, de se déplacer, la planète, elle pouvait de nouveau respirer, que la nature a repris le dessus. Et je pense que chez beaucoup de personnes, peut-être plus côté salarié que côté entreprise, qui va forcément privilégier le côté économique, mais enfin pas forcément. Ils se sont dit, voilà, moi, en arrêtant de bouger comme ça, comme on faisait avant, ça a fait du bien à la planète. Est-ce que maintenant, on reprend les vieilles habitudes qui n'étaient pas forcément les bonnes habitudes, ou est-ce qu'on en profite, on profite de cette crise sanitaire pour redémarrer sur de bonnes bases aussi. C'est vrai. Puis le forfait mobilité durable aussi, c'est assez symptomatique au niveau de l'État, du coup, qui a voulu pousser justement cet aspect-là en se disant, on avance le lancement de ce forfait au 11 mai plutôt que c'était début juillet, je crois, à la base. Donc il y a aussi cette accélération-là au niveau du gouvernement qui était un message quand même pour inciter les personnes à utiliser les modes de déplacement actifs quand c'est possible, bien entendu. Il faut quand même prendre en compte, on va pas faire 35 bornes en vélo tous les jours, pourquoi pas. Oui. En interne, on a des collaborateurs qui sont férus de cyclisme et qui le feraient avec plaisir, mais après, chacun le fait à sa mesure au final et au quotidien fait sa part. Tout à fait. Et là aussi, ça rentre dans cette volonté d'avoir un impact positif sur la société, au niveau du bien-être, au niveau de la décongestion des routes, la pollution atmosphérique, tu en parlais tout à l'heure. Enfin, il y a plein de petits gestes au quotidien. Et là aussi, ça rentre tout à fait dans le cadre de la RSE. Donc voilà. Donc j'allais dire un mal pour un bien, non quand même, mais ça pousse la réflexion quand même pour demain, pour repenser aussi en termes de micro-mobilité partagée en ville. On a vu les opérateurs de vélo, par exemple, ils sont posé pas mal de questions. Pendant la grève l'année dernière, c'était en décembre, je crois, des transports. Et là, pendant le déconfinement, on a vu un pic incroyable des utilisations de vélo, notamment à Paris, parce que les transports, c'était juste pas possible, en fait, les transports en commun, où justement, il aurait fallu du télétravail massif, hein, ce qu'il y a eu, ou des décalages d'horaires, ce qui a été fait aussi dans pas mal d'entreprises franciliennes. Mais les opérateurs ont dû s'adapter, proposer des protocoles sanitaires, etc. Donc,
ça va s'inscrire de manière assez durable, je pense, dans l'usage de ces mobilités partagées, ce qui est pas plus mal. Au final, ça garantit la sécurité de tous. Il faut juste que ça soit pas contraignant en termes d'expérience utilisateur, mais voilà. Il y a plein de belles choses à faire quand même. Justement, nous, en termes d'autopartage, après, on est là pour accompagner dans ces problématiques-là. Et s'il y a des sujets urgents, là, par exemple, le Covid, forcément, c'était des problématiques chez nos clients qu'il fallait résoudre. On est aussi là pour s'adapter et faire évoluer notre solution selon les besoins. Voilà. Alors justement, on a parlé de ce qui a été fait pendant le Covid et on a un petit sondage. Ah oui. Pour savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que ça va marcher dans votre démarche RSE. Est-ce qu'il y a déjà une démarche? C'est ça? Attends, c'était quoi bizarre. Ah, je crois que j'ai pas mis toutes les questions. Ah si. Bah, il y a que celle-ci du coup. Il n'y a pas les détails. Bon. Après, c'est pas très pertinent, ça, du coup, on va le lancer quand même. Ah, ça marche pas. Si, je pense. Ça a marché? Ah oui. Voilà. Oh non, c'est fermé. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Non, mais j'ai fermé. Non, mais j'ai fermé. En fait, j'ai fermé le sondage pour l'avoir ouvert. Donc, vous êtes 0%. Désolée. En fait, l'idée, c'était de savoir chez vous, bien entendu, en termes de mesures RSE, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été mises en place, et de savoir si en termes de mobilité, vous aviez mis des petites choses en place, en termes d'accessibilité au site, en termes de mobilité partagée. Télétravail, exactement. Décalage des horaires aussi. Bon, voilà, si j'avais bien fait le petit sondage, j'ai fermé avant que vous puissiez répondre. Mais c'est pas grave. Si vous voulez répondre justement dans le chatter pour qu'on ait une petite idée. S'il y a déjà des choses en place, si par exemple vous avez mis en place aussi des kits vélo, il y en a pas mal de nos clients avec des petits casques, des petits. Enfin. Ben voilà, c'est fini avant d'avoir commencé, malheureusement. Non, c'est bizarre, ça s'affichait de manière étrange, ça m'a perturbée. C'est pas grave. Bon. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Puis même si vous repensez à autre chose, n'hésitez pas à nous contacter par mail par la suite. Si vous voulez de la documentation additionnelle, on a aussi des études de cas clients qui sont assez intéressantes. Je parlais d'Expio tout à l'heure avec le vélo partage notamment, on peut vous fournir ça. On a la ville de Saint-Nazaire aussi, on a fait une étude de cas il y a pas longtemps et c'est assez intéressant au niveau collectivité et en termes d'accélération de mutualisation de flotte, parce qu'ils ont fait pas mal de réductions au niveau de leur parc. C'est notamment Guillaume qui travaille avec eux, avec AJBD. Donc voilà, c'est des démarches sur le long terme qui ont payé aujourd'hui. Donc ça aussi, on a une étude de cas qui est assez intéressante. Donc on pourra vous la fournir, vous la partager. Et je pense aussi au replay du webinaire sur la conduite du changement. Si vous êtes déjà dans une démarche de RSE où vous venez vous allez mettre en place une mobilité partagée. C'est un sujet qu'on a traité lors d'un webinaire pour voir justement toutes les étapes à mettre en place en interne, en amont et tout l'accompagnement qui est possible de faire, qui est indispensable même pour le succès de votre nouveau projet. Donc, vous pouvez avoir le lien du webinaire sur la page où vous vous êtes inscrit en fait. Tout à fait. On a une petite question. Nous sommes en cours de verdissement de la flotte via des voitures au biogaz. Biométhane issu de l'agriculture locale. Ok. Super intéressant ça. Très bien. C'est vrai qu'on avait eu un ou deux prospects qui utilisaient cette autorisation alternative, j'y arrivé. Ce carburant. Alors, comment ça se passe du coup Vous avez fait ça petit à petit, vous avez communiqué avant en interne pour vos salariés pour expliquer pourquoi vous êtes passé au biogaz, quels sont les bénéfices C'est que le biogaz, c'est moins régulier. On a eu une ou deux demandes de partenariat par contre, de plus en plus d'entreprises qui... Et là aussi, c'est pareil, on l'a pas spécifié, mais effectivement,
l'intégration de véhicules un peu, j'allais dire atypiques, à motorisation alternative comme ça, c'est tout à fait possible aussi. Ah bah oui, je travaille à GRDF, donc l'idée est de rouler avec du gaz que l'on distribue. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Ça paraît tout à fait logique. Tout à fait. La boucle est bouclée. Non mais c'est très bien ça. Ok. Bah écoutez, on va peut-être arrêter là. Il est presque 11h10, donc on a beaucoup presque parlé. dans les clous. Mais c'était très intéressant. En tout cas, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Merci Laura, en tout cas. Merci Laura. Et puis oui, n'hésitez pas à nous contacter. On reste à votre disposition si vous avez besoin de plus de documents additionnels, d'informations sur notre solution. Pourquoi pas, on reste à votre écoute. Et puis on va vous proposer très prochainement une nouvelle série de webinars qui pourrait peut-être vous intéresser. Oui, tout à fait. Donc on vous garde dans la boucle et on communiquera dessus peut-être cette semaine. Oui, tout à fait. Pour avant les webinars de la rentrée justement. Oui. Puis on se rappellera à vous à la rentrée justement pour vous dire il y a des conférences en ligne. Mais oui, ça va être très intéressant. Voilà, voilà. Merci à tous. Et on vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Et un bon été. Un bon été.